Ça commence par une scène presque banale. Deux amis, un café, une discussion tranquille au soleil. On parle de chiens, de chats. Exactement. Des tracas du quotidien. Mais derrière cette banalité, il y a une mécanique redoutable qui se met en place. Celle des petites concessions, des renoncements qui, un par un, mènent au désastre. Et toute cette mécanique, elle est contenue dans une nouvelle d'à peine 12 pages. Matin brun. C'est un texte minuscule qui a eu un impact colossal. C'est justement ça qu'on va explorer aujourd'hui. On a sur la table ce texte de Frank Pavlov. Notre mission, comprendre comment cette fable, écrite en quelques heures, est devenue un phénomène littéraire, un avertissement universel sur la fragilité de nos libertés. Il y a vraiment un secret dans sa structure, dans son histoire. Alors, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, l'histoire est d'une simplicité presque désarmante. Vous pouvez nous la résumer ? Bien sûr. En fait, on suit deux amis, Charlie et le narrateur. Des types ordinaires, sans histoire, quoi. Le genre de vie simple, bière, bellotte. C'est ça. Et leur quotidien est perturbé par un nouveau régime, l'État brun, qui commence à promulguer des lois de plus en plus étranges. La toute première, elle paraît juste absurde. C'est celle sur les animaux ? Oui, la loi impose que tous les animaux de compagnie soient bruns, officiellement pour des raisons scientifiques. Une loi sur la couleur des chats, ça paraît presque inoffensif. Et c'est là tout le piège. Pour ne pas avoir d'ennui, pour être tranquille, ils obéissent. Le narrateur fait piquer son chat noir. Et Charlie, son chien blanc ? Ils se disent que ce n'est pas si grave et la vie continue. Sauf que, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Et ce qui est fou, c'est le parcours de ce livre. Les sources nous disent qu'il n'a pas du tout marché à sa sortie en 1998. Pas du tout. Il est passé complètement inaperçu. Frank Pavlov, l'auteur, l'a écrit très vite sur un coup de colère, dit-il, après les élections régionales de 1998. En réaction à des alliances politiques avec le Front National. Exactement. Il voulait écrire un texte d'alerte. Il le publie chez un tout petit éditeur, les éditions Chênes, et pendant 4 ans, le livre vivote. Et puis arrive 2002, le 21 avril, le choc. Le choc absolu. Jean-Marie Le Pen est au second tour de la présidentielle. Et là, tout bascule pour le livre. Quelques jours plus tard, un journaliste sur France Inter, Vincent Josse, Il en parle à la radio. juste une mention à la fin d'une interview. Il dit que ce petit texte, Matin brun, fait écho à la situation. C'est l'étincelle. Une simple mention. Et ça prend feu. C'est une déflagration. Les gens se ruent chez les libraires. Le livre devient un symbole, un acte de résistance. Les gens n'en achètent pas un, mais 10, 20 pour les distribuer dans la rue. Incroyable. Les ventes dépassent le million, puis les 2 millions. Un texte de 12 pages devient un best-seller mondial. Ça prouve qu'un texte peut rencontrer son moment historique, quoi. Mais ça ne nous dit pas pourquoi ce texte-là. Qu'est-ce qui, dans son écriture, a permis ça ? On touche au génie du livre. C'est ce que les analyses appellent l'acceptation progressive de l'inacceptable. Pavlov ne décrit pas une dictature qui s'impose par la force brute. C'est un glissement. Une série de petites étapes. Voilà. Chacune, prise isolément, elle semble presque raisonnable, ou en tout cas pas assez grave pour qu'on s'y oppose vraiment. Et la première fissure, c'est quoi ? Le premier renoncement. C'est celle des animaux. La loi est présentée avec un vernis scientifique. Des études prouveraient que seuls les animaux bruns sont adaptés à la vie en ville. C'est absurde, mais c'est habillé de rationalité. Exactement. Le narrateur et Charlie y grognent un peu, mais ils se plient à la règle. Le narrateur a cette phrase terrible après avoir abandonné son chat. Finalement, la sécurité brune, ça pouvait avoir du bon. C'est la première concession. On sacrifie un principe pour la tranquillité, pour ne pas faire de vagues. Et une fois cette porte ouverte, l'engrenage est enclenché. L'étape suivante est logique. Il faut faire taire ceux qui ne sont pas d'accord. La censure. Le journal qui critiquait la mesure, le quotidien de la ville, est interdit. Seul le journal officiel, Les Nouvelles Brunes, est autorisé. Puis on épure les bibliothèques. En quelques paragraphes, c'est fini. Et le contrôle ne s'arrête pas là. Il s'infiltre dans l'intimité, dans le langage même. C'est la 3e étape, et peut-être la plus glaçante. Pour montrer patte blanche, par précaution, les gens se mettent à ajouter brun ou brune un peu partout. Une bonne journée brune. Voilà, ce n'est même pas une loi, c'est de l'autocensure. La langue, l'outil même de la pensée, est contaminée. Jusqu'à l'étape finale, celle qui rend le piège parfait. La loi la plus folle, la rétroactivité. Avoir possédé dans le passé un animal non brun devient un délit. Et là, le passé de chacun devient une menace. Tout le monde devient suspect. C'est cette loi qui fait tomber Charlie.
parce que quelqu'un se souvient que ses parents avaient eu un chien noir. Le filet se resserre sur tout le monde. En vous écoutant, je ressens une sorte d'accélération, une angoisse qui monte. J'ai eu cette impression à la lecture, comme si le temps se compressait. C'est une observation très juste. C'est un des secrets du texte. Pavlov utilise le rythme pour mimer la perte de liberté. Au début, les ellipses temporelles sont longues. Quelque temps après... Le mois suivant... Oui, puis ça se raccourcit. La semaine d'après, hier, la taille des paragraphes diminue. Tout s'accélère. Ça crée une sensation d'étouffement, une course vers l'abîme. C'est une technique narrative incroyablement efficace. Parlons maintenant de la clé de cette allégorie, la couleur brune. Ce n'est évidemment pas un hasard. C'est le cœur du réacteur symbolique. C'est une référence directe, transparente au nazisme. Les sources sont unanimes là-dessus. Il y a les chemises brunes, bien sûr. Le surnom des SA, la milice du parti nazi. Et puis, il y a l'expression « la peste brune » qui désignait le nazisme comme une maladie qui se propage. L'allégorie est donc limpide. Oui, et certaines analyses montrent même que la chronologie des lois dans le livre est un miroir de la montée du nazisme dans les années 30. La censure, les milices, les lois discriminatoires. Mais est-ce que cette référence n'est pas presque trop évidente? Est-ce qu'on ne risque pas de se dire « Ah, ça parle des nazis, c'était une autre époque, ça ne me concerne pas ». C'est une excellente question. Et c'est là que le texte est très habile. Oui, la référence est claire, c'est un ancrage. Mais Pavlov retire tous les autres marqueurs. Pas de date, pas de lieu précis? Rien. Ça pourrait être n'importe où, n'importe quand. En rendant le contexte flou, il rend le mécanisme universel. Le brun devient le symbole de n'importe quelle pensée unique. C'est pour ça que les analyses parlent d'un apologue, une fable, une leçon morale. Exactement. Et la leçon est d'une clarté redoutable. Le totalitarisme, il ne naît pas de monstres, il naît de l'indifférence des gens ordinaires, des petites lâchetés. Et ce qui rend cette escalade si terrifiante, c'est justement que ceux qui la subissent et la permettent sont des gens comme tout le monde. Ils sont volontairement, stratégiquement banals. Le narrateur n'a même pas de nom. Lui et Charlie sont des anti-héros. Leur vie, c'est le tiercé, la bélote, le comptoir. Pourquoi c'est si stratégique, cette banalité? Parce qu'elle force l'identification. On ne peut pas les regarder de haut. On est obligé de se poser la question qui dérange. Et moi, à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait? Est-ce que j'aurais protesté pour un chat noir? Ou est-ce que j'aurais baissé la tête en espérant que l'orage passe? Le livre n'est pas une fenêtre, c'est un miroir. Leur passivité est donc le véritable moteur du drame. Jusqu'au réveil, qui est brutal et trop tardif. Le réveil, c'est quand la milice vient chercher Charlie au petit matin. Là, le narrateur comprend. La peur, la vraie, le saisit. Et juste avant qu'on ne frappe à sa propre porte, il a cette pensée. La conclusion morale de l'histoire. J'aurais dû me méfier des bruns dès qu'ils nous ont imposé leur première loi sur les animaux. C'est l'aveu de sa propre lâcheté, mais il est trop tard. Cette phrase, elle fait écho à un texte historique, un poème très célèbre. Absolument. C'est une réécriture quasi directe du poème du pasteur Martin Niemöller, rescapé de Dachau. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Car je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Puis ils sont venus me chercher, et il ne restait plus personne pour protester. C'est terrifiant parce que cette connexion transforme la fiction en un écho direct de l'histoire. Le silence est une complicité. C'est ça, on comprend que la petite histoire de chat et de chien est en réalité une tragédie universelle. Ce n'est plus une fable, c'est un avertissement. Cette idée de conformisme qui se propage comme une maladie, on l'a déjà vu en littérature, non? Matin Brun s'inscrit dans une famille de récits. Oui, tout à fait. Les sources le placent dans une lignée très prestigieuse. La comparaison la plus évidente, c'est avec Rhinocéros d'Eugène Ionesco. Ah oui, la rhinocérite. Exactement. Cette épidémie de conformisme, cette adhésion volontaire au totalitarisme, c'est le même mécanisme. On passe de la peste brune à la rhinocérite. Le vocabulaire de la maladie est partout. Il ne l'est pas du tout et ça nous amène à La peste de Camus. L'épidémie qui frappe Oran, c'est une allégorie de l'occupation nazie. Le mal qui s'abat et qui force chacun à se positionner. Et au-delà de la France, on le met aussi en dialogue avec les géants de la dystopie. Bien sûr,
On le compare souvent à La ferme des animaux d'Orwell pour cette façon d'utiliser une fable pour dénoncer un système totalitaire. Et Fahrenheit 451, j'imagine? Pour la censure des livres, évidemment. La destruction de la culture, l'uniformisation de la pensée, ce sont des thèmes centraux qu'il partage. C'est fascinant de voir qu'un texte si court puisse se tenir au coquet de monuments pareils. Ça prouve sa densité, sa puissance. Au final, si on synthétise, Matin Brun nous laisse avec une vérité assez glaçante. Les grandes catastrophes commencent souvent par des murmures, des petits arrangements avec sa conscience. Par des renoncements silencieux, motivés par le confort et la peur de se faire remarquer. C'est une démonstration magistrale de la banalisation du mal. Le livre nous montre comment, concession après concession, l'inacceptable devient d'abord tolérable. Puis normal, et enfin la loi. C'est presque un manuel d'instruction sur la manière de fabriquer un enfer avec de la passivité. Et ça nous amène à une dernière réflexion, une question que des enseignants posent parfois à leurs élèves pour actualiser le message. C'est une pensée pour conclure notre discussion. Si Frank Pavlov devait écrire Matin Brun aujourd'hui, quelles pourraient être les premières lois, ces petits riens, apparemment inoffensifs de notre monde moderne, qui marqueraient le début d'un nouvel état brun? Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.